Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 20 juin 2022. Vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne ce dimanche soir, la soirée consacrée au second tour des élections législatives a consacré 4 nouveaux députés sur l'ensemble des Pays de Savoie. Parmi eux, Jean-François Coulombe, candidat de la NUPES, qui s'impose à Chambéry. En Haute-Savoie, la logique a été plus respectée avec 4 victoires pour la majorité présidentielle et 2 pour l'Union de la droite et du centre. Et puis le rideau est tombé sur le Festival international du film d'animation d'Annecy ce samedi soir avec la cérémonie des remises des prix. Cette édition 2022 restera celle de tous les records avec plus de 13 000 accrédités. Une fois n'est pas coutume, on ouvre ce journal avec mon invité du soir. Je suis en compagnie de Bruno Berthier. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté de droit de l'université Savoie-Mont-Blanc. Vous serez mon invité fil rouge pendant toute la première partie de cette édition. Avant de vous entendre vos différentes analyses sur ce scrutin, retour en images sur le vote en Savoie avec le succès des députés sortants ou encore la victoire de Jean-François Coulombe dans la 4e circonscription. Les précisions de Lucas Ruch. Le paysage politique de la Savoie à l'Assemblée nationale va évoluer pour les 5 prochaines années. Et ce tout d'abord dans la première circonscription. Pour sa première candidature, la vice-présidente du département Marina Ferrari a été élue avec 59% des suffrages exprimés. Elle occupera un des 240 sièges du parti Ensemble. Le parti présidentiel n'aura donc pas la fameuse majorité présidentielle et ressort donc diminué de ces élections législatives. Forcément, on est dans une situation qui est moins confortable, donc il va falloir continuer à convaincre, il va falloir continuer à présenter des textes, à convaincre les autres groupes politiques de nous accompagner dans l'intérêt national. Moi, je compte sur l'intelligence collective pour faire qu'en sorte, face à la crise qui est devant nous, on trouve un consensus pour sortir notre pays de l'ornière. Du côté de la 2e circonscription, pas de surprise. Le candidat sortant Vincent Rolland a été réélu avec 64% des voix face au candidat de gauche Cédric Morand. Il fera partie des 64 députés Les Républicains présents pour les 5 prochaines années au Palais Bourbon. Au lendemain de la présidentielle, on nous donnait mort. Beaucoup se demandaient si nous pourrions former un groupe à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire avoir plus de 15 députés. On est bien au-delà des premières projections post-présidentielles. Et aujourd'hui, Les Républicains est sans doute un groupe charnière avec lequel il faudra travailler et compter. Même scénario dans la 3e circonscription de Savoie qui regroupe notamment la Maurienne. La députée sortante Émilie Bonivard a été réélue avec près de 2/3 des voix. Une victoire qui, selon elle, s'inscrit dans la continuité de sa politique menée durant les dernières années. Je crois que ce qui a été récompensé avec cette victoire, c'est le travail réalisé et je pense que c'est un vote de confiance. Nos concitoyens me connaissent, ils savent que je tiens mes paroles et que je suis travailleuse et que je tiens mes engagements. On n'est pas toujours d'accord, mais je leur rends toujours compte des raisons pour lesquelles je vote de telle ou telle manière un texte. La véritable surprise de la soirée nous vient tout droit de la 4e et dernière circonscription. Jusqu'au bout du suspense, c'est finalement Jean-François Coulombe, le candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui s'impose avec moins de 1 point d'écart face à Patrick Mignola, le député sortant et chef de file du MoDem à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est notre mobilisation, c'est l'écoute dont on a fait preuve aussi. On n'en a pas assez parlé, mais on a rencontré pendant toutes ces semaines énormément de corps constitués, beaucoup de syndicats, beaucoup de groupements d'usagers, dans tous les domaines de la santé, du médico-social, de l'associatif, de l'écologique. Eh bien, toutes ces rencontres-là ont montré qu'on avait réellement une oreille attentive aux besoins de la société française en termes de changement, en termes de radicalité dans les mesures qu'il fallait prendre pour faire quelque chose qui convienne à la majorité des Français. En résumé, la Savoie sera donc représentée par 2 députés républicains, un député de la majorité présidentielle et un député de la NUPES. Bruno Berthier, vous êtes toujours avec nous. Cette victoire de Jean-François Coulombe à Chambéry, est-ce au fond réellement une surprise ? Alors, non, c'est pas forcément une surprise parce qu'on pouvait s'y attendre depuis le soir du premier tour, mais c'est incontestablement le fait d'importance, hein. Alors, il est vrai que cette circonscription, historiquement, elle est marquée à gauche et l'alternance y a été fréquente. Et donc, depuis dimanche soir dernier, on pouvait imaginer un duel donc depuis le soir du premier tour très, très serré. On pouvait même douter de la réserve de voix suffisante qui aurait permis à Patrick Mignola de l'emporter. Donc le duel
a été effectivement très serrée. Alors, le candidat sortant, Patrick Mignola, a sans doute pâti de la sanction, du vote sanction à l'encontre finalement de la politique présidentielle du président Macron menée pendant la dernière mandature. Il a donc pâti en quelque sorte d'un rejet de l'ancienne majorité et puis de son exposition médiatique comme porte-parole à l'Assemblée ces derniers mois, donc du MoDem. Et ceci expliquant peut-être cela, il a peut-être été moins présent également dans sa circonscription et toutes ces circonstances conjuguées avec la bonne campagne d'entre-deux tours de son challenger expliquent sans doute ce résultat. Mais l'autre fait marquant et qui est intimement lié avec ce que je viens de dire, c'est sans doute la prime qui a été donnée dans le département de la Savoie à l'ancrage territorial finalement des candidats et notamment des candidats qui se représentaient. C'est très vrai sur la deuxième circonscription, sur la troisième avec Émilie Bonnivard évidemment, mais c'est vrai aussi sur la première parce que si elle sera néophyte au Palais Bourbon, Madame Ferrari n'est absolument pas inconnue sur les bords du lac du Bourget. Son patronyme d'ailleurs, Fleurbon, Aix-les-Bains, et elle est engagée depuis déjà de nombreuses années dans des mandats locaux, alors tant au niveau départemental qu'au niveau municipal. Et c'est quelqu'un qui bénéficie d'un ancrage territorial important. Bruno Berthier, passons à présent à la Haute-Savoie. Je ne le disais, pas de surprise avec la majorité présidentielle qui l'emporte dans 4 circonscriptions pour 2 pour les Républicains. Manon Toiti fait le point. Les électeurs de Haute-Savoie ont choisi de redonner leur confiance aux députés sortants. Sur 6 circonscriptions, ils sont 4 à siéger pour une deuxième mandature. Parmi eux, Véronique Rioton, candidate de la majorité présidentielle, s'est imposée à 62,65% face à Anne-Valérie Duval, investie par la NUPES. J'ai eu l'occasion de le dire, pour moi c'est effectivement la reconnaissance du travail effectué depuis les 5 ans et puis le fait que j'incarne une forme de pratique de la politique vraiment autrement. Donc je pense que c'est ça qui a payé. En tout cas sur le papier, c'était plutôt annoncé de cet ordre-là. Et puis j'aime à rappeler à chaque fois que le match n'est pas joué. Donc on a eu quand même sur l'ensemble des bureaux une belle participation. Donc en tout cas c'est une avance confortable. Le parti présidentiel réalise un bon score et garde ses 4 sièges dans le département. Même si la gauche avait créé la surprise au premier tour en s'imposant quasiment partout comme la force majeure d'opposition, ça n'a pas été suffisant pour que la NUPES acquiert des sièges en Haute-Savoie. Pour la deuxième circonscription, Loris Fontana s'incline face à Antoine Armand à 20 points de différence. Mais elle n'en est pas moins satisfaite. Forcément un tout petit peu de déception parce qu'on s'est battu comme des lions jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. En revanche, je crois que 40% pour un rassemblement de la gauche, un rassemblement écologiste en Haute-Savoie, c'est historique. Et là-dessus, on est très satisfait. Les Républicains se sont aussi fait une place dans ces élections en gardant leurs 2 sièges en Haute-Savoie, à l'image de Christelle Pétex-Levé pour la 3e circonscription et Virginie Duby-Muller pour la 4e. C'est encore une fois le parti Ensemble qui se place en première position dans la 5e circonscription avec 60,09% des voix pour Anne-Cécile Violent. Même constat pour la 6e circonscription, celle de Chamonix où Xavier Roseraine, député sortant de la majorité, a été réinvesti face au seul candidat du Rassemblement national au second tour. Malgré cela, le parti continue de gagner des électeurs dans le département. L'implantation locale est bien là. Dominique Martin était quand même notre député européen et n'a pas été représenté sur le terrain depuis 2019. L'implantation locale est restée présente. Ce soir, on peut se targuer de se féliciter d'avoir un super résultat. On a quand même entre 80 et 90 députés à l'Assemblée. Donc nous serons la 3e force ce soir au niveau national. En résumé, le schéma est le même que celui des élections de 2017. 4 députés pour la majorité et 2 élus pour les Républicains sur les 6 circonscriptions de Haute-Savoie. Reste à voir quelles seront leurs actions à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Bruno Berthier, les électeurs au Savoyard, on l'a vu, ont donc misé sur la continuité incarnée par la majorité présidentielle qui renforce son ancrage local 5 ans après son arrivée. Alors c'est vrai, on peut noter une stabilité donc du paysage politique, avec néanmoins peut-être une vision un petit peu biaisée, parce que si l'on note un renouvellement des personnalités avec Anne-Cécile Violent, avec Antoine Armand,
L'équilibre partisan, certes, demeure stable. Hein, votre confrère l'a rappelé dans le petit sujet que nous venons d'entendre. Mais en réalité, derrière cet immobilisme apparent, eh bien, on peut noter un renforcement des positions de la gauche dans tout le département. C'est vrai sur la conurbation annécienne, c'est vrai dans la vallée de l'Arve. Alors, des positions de la gauche qui, en Haute-Savoie, sont d'ailleurs largement nourries par l'essor d'une sensibilité verte, tant les problèmes de développement durable, de déplacement, de logement, d'urbanisme sont prégnants. Mais évidemment, cela n'a pas suffi à faire bouger les lignes, à finalement chambouler les équilibres structurels traditionnels dans ce département. Et la Haute-Savoie demeure donc ce que l'on pourrait appeler un réduit de centre-droit ou de la droite de gouvernement. Mais voilà, les choses bougent et notamment parce que un afflux de population, voilà, plutôt jeune, plutôt diplômée, eh bien s'inscrit progressivement de moins en moins dans ce schéma d'une Haute-Savoie terre d'élection de la démocratie chrétienne, on l'a souvent rappelé, et de la droite classique. Alors néanmoins, Christelle Pétex-Levé et Virginie Duby-Muller se sont-elles largement imposées face aux candidats de la NUPES? Est-ce que ça signifie que la Haute-Savoie reste malgré tout un bastion de la droite et du centre? Oui, je crois qu'on peut le dire encore pour l'instant, même si je fais référence à ce grignotage des dépositions. Mais là encore, en Haute-Savoie, on le note, comme dans le département voisin et consanguin un petit peu plus méridional, la prime, c'est très net pour Madame Duby-Muller, par exemple, a été donc donnée à des gens qui bénéficient d'un fort ancrage territorial, qui ont, si vous me permettez l'expression pas très finalement élégante, qui ont mouillé la chemise en portant des dossiers voilà, depuis de longues années en faveur du territoire. Et je crois que l'une des caractéristiques voilà, de la sociologie électorale savoyarde, au-delà même des dimensions partisanes, c'est la fidélité finalement à cette personnalité voilà, qui représente le territoire. C'est une tradition, je crois, dans la terre savoyarde. Un dernier mot, Monsieur Berthier, sur la participation. En Haute-Savoie, elle est en hausse de 3 points par rapport à 2017. En Savoie, elle est légèrement en baisse par rapport au premier tour de dimanche dernier. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces chiffres ? Il y a une abstention qui reste forte dans les pays de Savoie, alors que traditionnellement, ils étaient plutôt bons élèves. Alors, ça montre une démobilisation de l'électorat, c'est évident, depuis 2002, le changement du calendrier électoral, on l'a déjà dit maintes fois, tout ceci contribue après la présidentielle à démotiver l'électorat pour les législatives, mais il y a peut-être en local une autre explication aussi à ces relatifs mauvais scores. La population des deux départements, elle est très jeune et on s'aperçoit, du fait d'un solde migratoire très très positif, et on s'aperçoit au niveau national, il faudra l'affiner au niveau local, mais que les moins de 35 ans, pour 3 sur 4 d'entre eux, ne se rendent pas aux urnes, parce qu'ils sans doute se retrouvent assez peu dans les équilibres partisans, dans les compromis parlementaires, et voilà, une population jeune dans les deux départements savoyards explique peut-être en partie cette démobilisation. Merci beaucoup une nouvelle fois, infiniment, Monsieur Bruno Berthier, pour tous ces éclaircissements. Merci à vous. Un dernier mot de politique avec l'élection ce dimanche soir d'un nouveau maire à La Roche-sur-Foron. La liste menée par Pierrick Ducimetière est arrivée largement en tête du second tour de l'élection municipale avec 44,5% des suffrages, soit plus de 13 points devant celle de sa dauphine Jeanne de Grasset. Âgé de 28 ans, Pierrick Ducimetière succède donc à Jean-Claude Georget, mis en minorité et qui avait dû laisser son écharpe de maire en mars dernier. Clap de fin sur la 46e édition du Festival international du film d'animation d'Annecy. Une année de tous les records avec plus de 13 000 accrédités et 50 000 personnes au rendez-vous. Des projections en plein air sur le papier. Samedi soir, durant la cérémonie de clôture, 22 prix et mentions officielles ont été remis par les 6 jurys. Résumé du palmarès en images avec Victoria Lopez. Si le lapin est l'emblème historique du Festival international du film d'animation d'Annecy, le chien lui a presque volé la vedette lors de la cérémonie de clôture. 3 films mettant à l'honneur le meilleur ami de l'homme ont en effet été distingués.
Dans la catégorie film de fin d'études, Maman, il a quoi le chien reçoit la mention du jury. C'est un immense honneur dans le sens où c'est mon premier film seul. Et Annecy, c'est un festival, comme pour tous les réalisateurs d'animation, a une portée extrêmement forte. Moi, c'est le premier festival d'animation que je connaissais, auquel je suis allée. Je me rappelle encore de mon année de prépa où j'y suis allée pour la première fois et c'était carrément une espèce de Disneyland pour animateurs. Ça sonne hyper cliché, mais c'est vraiment ça. Et le fait de recevoir un prix 4 ans plus tard, j'ai juste l'impression de récompenser une petite fille, donc je suis hyper heureuse. Autre chien, autre distinction, toujours dans la catégorie film de fin d'études, le chinois Ru Tong a reçu le prix du jury pour son film A Dog Under a Bridge. Dans la catégorie long métrage, l'œuvre d'Alain Huguetto, Interdit aux chiens et aux Italiens, retraçant l'histoire d'une famille italienne émigrant en France, a pour sa part reçu le prix du jury et le prix de la Fondation Yann à la distribution. C'est une récompense importante parce que ça permet d'éclairer le film. 1, parce qu'il va sortir le 25 janvier. 2, parce que ça va nous donner des moyens de le faire en sorte que le film soit bien vu, visible, qu'il soit un peu partout, quoi. Les Français sont donc bien présents dans ce palmarès officiel, avec notamment le cristal du long métrage pour le petit Nicolas, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, d'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. Mais pour cette année de retrouvailles avec les festivaliers internationaux, les jurys ont aussi distingué des travaux du monde entier. Le Festival d'Annecy, c'est la maison pour toutes les personnes de l'animation, du monde entier. C'est un endroit où nous avons tous envie d'être. On vient profiter. Monter sur scène, ça te chamboule. C'est incroyable. La Suisse, pays à l'honneur du festival cette année, a aussi eu son petit moment de gloire pendant cette cérémonie de clôture. Qui succédera à notre voisin helvète en 2023 ? Eh bien, ce n'est autre que le réalisateur mexicain Guillermo del Toro qui a annoncé que son pays sera mis en avant lors de la prochaine édition. Rendez-vous est donc pris du 12 au 17 juin prochain. Autre événement festif qui devrait ramener beaucoup de monde dans les rues d'Annecy, la fête du lac prévue le 6 août prochain. La billetterie en ligne a ouvert ce lundi 20 juin à 14 h, une semaine avant l'ouverture de la billetterie dans les points de vente. Au total, 50 000 tickets seront disponibles à l'achat. Une dernière information avant de se quitter. Pour éviter une résurgence des actes de violence qui ont émaillé la fête de la musique l'an dernier à Annecy, la préfecture de Haute-Savoie a pris plusieurs arrêtés. La consommation d'alcool sera donc interdite sur la voie publique, tout comme la détention de fumigènes ou feux d'artifice. Ces mesures prendront effet ce mardi 21 juin à midi jusqu'au mercredi 22 juin à 8 h. Par ailleurs, la ville d'Annecy annonce que ce sont au total 27 lieux qui seront consacrés à la fête de la musique sur l'ensemble de la commune. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Place ensuite à une rediffusion d'un épisode de Panorama consacré au fromage, présenté par Marine Schneider. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve ce mardi pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.